Bonjour à tous, c'est Manon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler update lecture et donc je vais vous parler de 4 livres. Je ne vous parlerai pas de A Good Girl que j'ai lu juste avant, j'en parle dans le 3e vlog lecture de la chaîne, je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez mon avis dessus. Je vais tout d'abord vous parler de Tortue à l'infini de John Green aux éditions Gallimard. Et puis on parlera de Un été près du lac de Heather Young aux éditions Belfond. J'évoquerai aussi Les yeux de Sophie de Jojo Moyes des éditions Milady. Et puis je vous donnerai rapidement mon avis sur le tome 2 de Paranoia, Miroir de Melissa Belvigne aux éditions Hachette. Tout d'abord on va parler de cette petite perle que nous a encore pondue John Green, qui s'appelle Tortue à l'infini et qui a été édité par Gallimard. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas John Green avant de lire ce livre, donc je ne suis pas partie avec un fangirling à fond les manettes, je n'avais aucun a priori non plus, et du coup j'ai vraiment découvert la plume de John Green via ce livre. Comme vous le voyez, j'ai mis quelques petits signets parce que pour le coup il a une plume absolument géniale avec quelques instants poétiques. C'est vraiment un régal de lire ce livre. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Asa qui a 16 ans, qui n'est pas comme toutes les jeunes filles parce qu'elle est atteinte d'une maladie, elle a des TOC. Alors, vous allez dire, ouais, mais on s'en fout, enfin, c'est pas grave, c'est que des TOC. Oui, mais ici, John Green montre à quel point cette maladie peut être handicapante, peut être envahissante, et à quel point c'est difficile de vivre avec ça. Il faut savoir que John Green parle simplement de son propre vécu parce que lui-même est atteint de TOC et je pense que c'est là, c'est vraiment là toute l'essence du roman. Vous sentez que quand il parle de cette maladie, quand il évoque les symptômes que ressent Asa, les choses, à quel point c'est envahissant en fait, vous sentez que c'est authentique, vous sentez qu'il l'a vraiment perçu comme ça, qu'il l'a vraiment vécu comme ça à un moment de sa vie et ça met vraiment une dimension en plus dans ce récit. J'ai non seulement adoré ce livre à cause de ça, ben oui je suis interne en psychiatrie, donc forcément quand on me parle d'une maladie mentale, je jubile, surtout quand c'est bien fait. Et là c'était fait à la perfection, on va voir une jeune fille en plein cœur de l'adolescence, on va bien sûr évoquer des thèmes importants comme le deuil, les familles monoparentales, etc. Enfin il y a plein de thèmes qui sont abordés. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'on va mettre la maladie mentale en avant et on va vous démontrer que cette jeune fille qui est malade, elle est comme vous en fait, elle est comme vous et moi, mais elle a en plus des pensées intrusives absolument abominables qui l'empêchent parfois de vivre normalement, mais pas tout le temps, et qu'avec un traitement, parfois ça peut s'améliorer. En tout cas, John Green, c'est ce qu'il dit dans ses remerciements, il parle de son traitement, il parle de sa prise en charge, et vraiment pour le coup, j'ai adoré ce livre pour cette dimension-là, parce que justement, on va dédiaboliser la maladie mentale, on va démystifier les choses, et on va vous montrer que ce sont des gens comme vous et moi. Et ça, on en a besoin en ce moment. Je pense que c'est un livre qu'il était nécessaire de sortir en ce moment, vraiment. Ça vous montre que ces personnes sont comme nous, enfin, je peux même pas dire ces personnes, ils font partie de nous en fait. Il n'y a pas de différence, ce sont pas... voilà. Ils sont pas mis à distance. Bon, en tout cas, dans ce livre, on va mener l'enquête parce qu'un père a disparu, mais ça passe vraiment au second plan. On va beaucoup insister sur l'amitié, sur pas mal de valeurs. Et puis voilà, on va insister sur cette maladie mentale qui est là et qui n'est pas si étrangère que ça. En bref, c'est un petit bijou que j'ai là dans ma main gauche. J'ai beaucoup apprécié, c'est très poétique, c'est très bien écrit et je vous invite chaudement à le lire. Ensuite, j'ai lu Un été près du lac de Heather Young aux éditions Belfond. Alors, je l'ai lu dans le cadre du cercle des lecteurs Belfond avec le book club qui a eu lieu le 22 octobre, donc jour de mon anniversaire en plus, donc j'ai pas trop pu y participer même si j'ai fait mon possible. Dans cette histoire, nous allons suivre Justine qui a 2 filles qui s'appellent Mélanie et Angela. Justine va recevoir un héritage de sa tante Lucie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Il s'agit d'une maison au bord du lac. Et via cette maison, via Justine et via Lucie aussi, on va découvrir cette famille, la famille de Lucie avec sa sœur Lilith et ses parents un petit peu étranges, j'en dirai pas plus mais voilà. On va découvrir cette famille qui a perdu sa Benjamine, c'est-à-dire que avant il y avait 3 sœurs, Lucie, Lilith et Émilie, sauf qu'Émilie à l'âge de 6 ans a disparu et personne ne sait ce qui s'est passé. Du coup, ce livre va nous en apprendre davantage sur la famille de Lucie qui est pleine de surprises, hein. Il y a plein de choses que j'ai pas vu venir. Et on va suivre tout ça via Justine, via Mélanie, via Angela aussi. Et on va découvrir l'impact des générations antérieures sur les générations actuelles.
Et j'ai vraiment adoré ça en fait, parce que l'histoire de la famille de Justine va lui faire prendre des décisions qu'elle n'aurait pas forcément prises sans connaître l'histoire de ses aïeuls. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. Alors déjà, on est dans de l'historique parce qu'on va remonter aux années 1935. Donc rien que ça, déjà, ça m'a plu. On va être dans une maison au bord du lac de petits bourgeois avec plein d'autres petits bourgeois, etc. Et puis voilà, c'était vraiment une lecture addictive en fait. J'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé pour Émilie. J'avais envie toujours d'en savoir davantage. Et ça m'a totalement comblée. J'adore les histoires de famille comme ça. En plus, c'était un petit peu historique. Bref, vous savez un petit peu ce que j'aime en ce moment. Et si ça vous dit aussi, je vous le conseille vraiment parce qu'il était super bien. Il y avait un suspense, il y avait des surprises. Enfin, le dénouement, il est pas plat quoi. Il y a de l'action, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Je me suis laissée prendre. Et voilà. Du coup, si l'histoire vous dit et si mon avis vous a incité à lire, n'hésitez pas à foncer. Ensuite, j'ai enchaîné sur le livre Les yeux de Sophie de Jojo Moyes aux éditions Milady. Là encore, c'est le premier Jojo Moyes que je lis, et oui, honte à moi. Entre John Green et Jojo Moyes, j'ai décidément découvert pas mal d'auteurs que beaucoup adorent. Alors pour le coup, là nous allons suivre Sophie dans les années de la Première Guerre mondiale en fait. Elle va évoluer dans un petit village avec sa sœur et les enfants de sa sœur. En bref, elle va évoluer pendant l'occupation allemande de la Première Guerre mondiale et elle va être obligée de faire à manger le soir pour les soldats allemands et leur commandant. Leur commandant qui n'est pas vraiment en reste quand il s'agit de flirter avec Sophie. Et puis, au milieu de cette histoire, il y a le tableau de Sophie qui a été fait par son mari et qui s'appelle Les yeux de Sophie. Et le tableau va vraiment être au centre de l'histoire parce que au début, on est du coup dans les années de la Première Guerre mondiale et ensuite, on va suivre Liv qui, en 2006, a le tableau dans sa chambre. Et voilà, tout va tourner autour du tableau et on va découvrir ce qui s'est passé pour Sophie sous l'occupation allemande via Liv par la suite. Alors je vous avoue que quand on suivait Sophie, j'ai adoré, j'étais totalement happée dans l'histoire, j'ai trouvé ça trop bien, j'avais envie d'en savoir plus. Et puis d'un seul coup, le récit se scinde en deux et on suit Liv en 2006, alors on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas où on est, il faut tout redécrire, il faut tout refaire et du coup ça donne quelques longueurs parce que justement on change d'époque et ça n'a pas été mis en place avant. Et du coup, juste au moment où on avait un bon rythme, on était à fond dedans, il se passe un truc pour Sophie qui est... voilà, enfin, il y a un rebondissement pour Sophie et bam, on stoppe et on en suit une autre jusqu'au dénouement où on va vraiment savoir ce qui s'est passé pour Sophie. Du coup, c'était un petit peu compliqué par la suite. Alors, c'est une très bonne lecture pour moi, hein. J'ai beaucoup aimé. Mais j'avoue qu'il y a eu quelques longueurs et que voilà, enfin, c'est une brique. Il fait 550 pages. Et quand on suit Liv pendant 200 pages, c'est un petit peu longuet. Ça va, j'étais en vacances. J'ai eu le temps de dévorer la partie qui m'agaçait un petit peu dans la journée. Enfin, j'ai lu le bouquin en 2 jours. Et du coup, c'est passé crème. Mais je pense que si vous le lisez en travaillant, etc., ça passera peut-être un petit peu moins bien. Je vous invite à le lire sur un week-end ou sur un moment où vous avez vraiment le temps d'avancer pour en savoir davantage parce que je pense qu'il peut lasser au milieu de l'histoire. Sinon, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Sophie et son courage, j'ai adoré le commandant allemand. Alors je sais pas si ce sera le cas de tout le monde parce que voilà, il est pas forcément sympa et tout, mais je l'ai adoré, j'ai trouvé ce personnage vraiment cool et je sais pas, j'ai bien aimé ce personnage. Liv est torturée autant que Sophie en fait. Là-dedans on va avoir des personnages vraiment torturés, bouleversés. En même temps, voilà, au début on est dans la Première Guerre mondiale donc on comprend qu'ils sont tourmentés. Liv pour le coup c'est une jeune veuve et du coup bon, on comprend aussi qu'elle soit bouleversée. En bref, si vous aimez l'auteur, n'hésitez pas à foncer et si le résumé vous fait envie, que vous avez envie de découvrir l'auteur, franchement, pour le coup, ça a été une très bonne lecture pour moi et je vous invite à la découvrir. Encore une fois, je le dis dans tous mes updates lecture, mais là, je fais des avis assez succincts pour que vous ayez une vue d'ensemble du bouquin. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, mes avis, mes chroniques sur le blog sont beaucoup plus développés que ça, donc je vous invite à aller les voir et tous les liens sont toujours en barre d'infos. Je vais finir par vous parler très succinctement de Paranoia, le tome 2, Miroir de Mélissa Belvigne aux éditions Hachette. Alors, je vais tout simplement vous dire que j'ai été très déçue par ce livre. Alors, j'avais pas forcément apprécié le tome 1, mais je voulais voir si l'auteur allait enfin faire quelques recherches et changer tout ce qui n'allait pas dans le tome 1. Parce que quand on parle de paranoïa, on évoque un diagnostic psychiatrique. Quand on met en avant une psychiatre, je pense qu'il faut au minimum lire les définitions des mots que l'on emploie.
et ça n'a pas été fait. Je suis interne en psychiatrie et je peux vous dire que le livre ne tient absolument pas la route. Et je pense que même pour quelqu'un qui n'a pas fait de psychiatrie, l'intrigue reste floue, il n'y a pas de suspense, on s'ennuie, je suis désolée, il n'y a pas de vraie surprise, je me suis quasiment attendue à tout, et encore je l'ai lu vite, hein. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, enfin au milieu, je l'ai lu vite. Mais voilà, je suis vraiment très déçue parce que le tome 2 n'a pas relevé le niveau du tome 1 du tout, c'est même encore pire parce que je me suis encore plus ennuyée. En bref, ce livre m'a vraiment déçue parce que niveau psychiatrie voire psychologie, ça ne tient absolument pas la route. L'intrigue est floue, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense et la fin nous est lancée comme ça sur un plateau. Alors pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, mais dans ce cas-là, voilà, j'étais prête à accepter cette fin. J'étais prête, je pouvais l'accepter. Mais dans ce cas-là, il fallait pas nous faire un épilogue où on nous dit finalement non je sais pas, ça serait peut-être pas ça. Non, pendant 2 livres, on nous dit c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. On nous donne une fin, voilà, on attendait la fin, on voulait savoir ce que c'était, bam, c'est donné. Et dans l'épilogue, on réfute tout. Enfin je suis désolée mais quand on fait 2 livres, il faut au moins une vraie fin. Il faut pas dire ah bah finalement non, vous saurez pas. Non. Non, si la base de l'intrigue c'est de savoir ce que c'est, faut nous donner ce que c'est. Moi je trouve que c'est plutôt logique. Les fins ouvertes c'est pas pour ce type de livre je pense. Mais bref, c'est pas le problème. Le problème c'est que vraiment il y a un manque cruel de recherche pour ce livre, que c'est vraiment dommage. Vraiment vraiment dommage parce que rien qu'en lisant les définitions, ça aurait pu être un livre génial. L'idée était très bonne, le résumé franchement donnait super envie. La barrière entre la psychose et le fantastique, mais c'est tellement vrai. Je suis vraiment désolée de dire autant de négatifs sur un bouquin, mais je crois qu'il m'a vraiment vraiment énervée et du coup je suis désolée. Si vous avez aimé le tome 1, bah, allez-y, lisez le tome 2, franchement c'est la suite. Mais voilà, si vous n'avez pas aimé le tome 1 comme moi, ça sert à rien de foncer sur le tome 2, c'est exactement la même chose. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont je viens de vous parler ou si vous avez envie de les lire. Un petit pouce bleu, un commentaire, voire vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.